Super, bah ça tombe bien, tu vois, la transition est faite pour chercher la bonne personne. Et ben, moi j'ai eu le plaisir en fait de rencontrer trois personnes intéressantes. Je vais commencer par Antonio. Antonio est une personne brillante et j'ai eu l'occasion de discuter souvent avec Antonio. Et donc, Antonio, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, je suis Antonio, je suis mexicain d'origine, ça fait 20 ans que je travaille dans les startups. J'ai monté une startup, j'ai habité à Singapour, j'ai travaillé chez Google comme product expert et aujourd'hui, voilà, je suis ravi d'être là. Merci. Merci Antonio. Et ensuite, j'ai mon partenaire associé, mon partenaire in crime, Charlie. Est-ce que tu veux te présenter, Charlie? Bonsoir, Charlie SM. Donc, ça fait 25 ans que je code et ma spécialisation c'est les gros systèmes data temps réel, c'est-à-dire imaginez que vous êtes une banque et puis vous dites j'ai 1 million de clients, je veux passer à 100 millions de clients, comment je construis le système de façon itérative pour passer de 1 million de clients à 100 millions de clients. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a une convergence sur cet aspect d'application et data. Et notamment ce qu'on veut de plus en plus faire, c'est bouger des data très très vite à la très haute volumétrie, en les transformant et notamment en les transformant avec de l'IA de plus en plus. Donc voilà, donc toutes ces problématiques de comment je prends la data et je la transforme très très vite avec de l'IA, c'est ma spécialisation depuis à peu près 15 ans. Donc je code, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est les problématiques d'agents IA, de chatbot et tout ça, mais surtout dans des optiques de ce qu'on appelle la haute volumétrie et le scaling à la très très haute volumétrie. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour parler de data et comment on transforme de la data, c'est un sujet que je connais pas mal. Voilà. Merci Charlie. Aurélien. Bonsoir à toutes et à tous, Aurélien Fenard. Moi je suis, on a déjà présenté mon poste et ça fait une dizaine d'années que je fais de l'IA et quelques années que je code aussi, je n'ose plus trop compter. Je suis dans la vie personnelle, je suis aussi photographe et donc à l'arrivée de l'IA générative, je me suis mis en plus à tout ce qui était artistique avec l'IA. Et du coup, je pousse pas mal d'expérimentations, je publie pas mal de tests dans tous les sens sur ma page LinkedIn. Je fais des combats entre des agents, je développe des solutions. Je vous montrerai, là, j'ai développé un jeu pour ce soir. Je fais des films. Je suis ravi de voir Jean-Yves, qui est un très très bon réalisateur de films en IA aussi. Donc c'est des choses qui me passionnent et j'ai créé des agents pour m'aider comme un réalisateur à développer des films en fait. Donc ça me permet de réaliser des films tout seul. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans une époque où on peut s'inventer nos propres workflows. Et voilà, et ce soir, on fera un petit pas de côté aussi pour comprendre tout ce qui se passe avec l'IA, comment bien l'utiliser, est-ce que ça change. Donc ça va y avoir beaucoup d'infos, donc excusez-moi d'avance. Merci pour ces informations. L'idée aussi, c'est qu'on soit court. Donc là, on va faire de 19h à 20h. On a 4 interventions, donc avec nos 4 intervenants, dont moi, de 25 minutes. Ensuite, on arrive dans la troisième partie qui est la plus intéressante pour moi, c'est les tables rondes. Donc on sera à l'étage ici, et donc les 4 intervenants, dont moi, auront une table. Et en fait, vous allez pouvoir poser vos questions, délibérer, échanger, argumenter. C'est une partie qui est la plus intéressante, c'est la troisième partie. Et ensuite, la quatrième partie, on arrête de parler d'IA et on va passer plus de temps à discuter, à échanger, autre chose que de l'IA et danser pour la partie After Work. Et c'est super, on a fait une présentation. Maintenant, on va commencer l'IA After Work, c'est en live, par Aurélien Fenard. Aurélien, c'est à toi. Alors je vais aller assez rapidement et je vais essayer de vous faire un peu un tour de toutes les choses pour que à la fois ceux qui s'y connaissent et ceux qui débutent puissent avoir une vision globale. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA n'a pas vraiment le choix. Pour vous expliquer, j'ai fait une étude qui montre que du coup la proportion à accélérer sur l'IA des États-Unis, elle est à 90%.
ils sont pas à 100% parce que Donald Trump, on est un peu pris au secteur scientifique. Et il y a un vrai sujet, c'est qu'on est dans un moment Manhattan. C'est-à-dire que sur l'IA, c'est un peu comme la course à la bombe atomique ou à l'espace. À l'heure actuelle, on verra aussi ça plus tard sur le quantique, c'est la première puissance qui va le plus vite sur la techno, qui peut remporter la mise et donc avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Là, il y a la Chine. La Chine va très très vite sur l'IA également, mais pas pareil, puisqu'on sait qu'on a un embargo sur les puces, les GPU américains. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'NVIDIA, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Et du coup, la Chine, ils sont très agiles et très open source. Pour vous expliquer, l'année dernière, j'ai fait un festival de films, le concours Artefact MK2. J'ai utilisé 90% de technologie américaine. Cette année, je suis presque à 90% de technologie chinoise. C'est pour vous dire à la vitesse que ça va. Et nous, en Europe, on se met à l'abri du succès. Alors, mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire, il y a des spécialistes du RGPD et de l'IA Act au fond. Donc, on fait les choses de la bonne manière. On se pose des questions avant de savoir où est-ce que ça nous emmène. Le problème, c'est que c'est comme les pesticides. Si on est les seuls à interdire et à réglementer, mais que personne ne réglemente autour, on se tire un peu une balle dans le pied. Bon, je vous le donne en mille, c'est un peu ce qui se passe. Parce que la régulation, elle vient aux États-Unis. Mais elle vient par le pognon, longtemps après, une fois qu'il y a des procès qui coûtent des dizaines de milliards, comme là, il va y en avoir, ou alors, ça se règle avec des deals. On a vu Disney qui vient de faire un deal, là, à l'heure actuelle, avec OpenAI pour $1 milliard. Donc on voit qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place, et c'est très intéressant. Ensuite, oui, il y a aussi un sujet sur le marché du travail à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une dynamique de l'emploi, des compétences, des nouveaux métiers, on voit qu'il y a un sujet de performance, je peux faire plus avec moins, on voit qu'il y a une accélération, et on voit que ce choix-là, en fait, on n'a pas tellement ce choix, parce que nous, on le voit, même chez France Travail, on voit qu'on a une dynamique du marché américain qui sera bientôt, qui arrivera bientôt sur notre marché à nous. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que les entreprises s'adaptent à l'IA, mais elles partent pas toutes du même point. C'est-à-dire, si je prends une start-up comme Alan, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait notamment de la mutuelle, on a des personnes d'une trentaine d'années, et c'est carrément dans les statuts d'Alan d'utiliser l'IA. Alors que si je prends un service public, la moyenne d'âge, ça ne va pas être 30, ça va plutôt être 50 ans, et c'est beaucoup plus diffus, donc le service public peut se mettre à l'IA, mais il ne part pas du même point, ça sera plus loin. Et ensuite, vous avez des personnes comme une petite potière dans un Uberlin. Est-ce qu'elle peut se mettre à l'IA alors que son geste est millénaire? Pas forcément, vous me direz, mais si, en fait, elle peut créer son plan sur les réseaux sociaux, elle peut créer ses visuels, elle peut créer des agents qui vont lui faire des bots pour, je sais pas, faire des campagnes marketing, gérer ses problèmes juridiques, etc. Et là, je vais vous montrer un peu ce que ça peut faire. Hop, c'est ça, hop. Je vais y arriver, c'est bon. Voilà. Là, je vous montre un truc que j'ai fait avec mes deux filles. C'est un sujet où on est parti, la plus petite est venue avec des croquis de mode. Elle m'a dit, j'aimerais que tu m'aides à faire, les rendre réels et voir ce que ça pourrait, jusqu'où ça pourrait aller. Alors là, avec un petit agent, je vous montre ce qu'on a fait. Ça vous montre un peu sur un croquis jusqu'où on peut aller là rapidement en activation marketing et en test. Bon, j'ai pas la son, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc on est parti des croquis, ensuite on l'a mis en place. Après on a fait une campagne type un peu Apple. Donc là, on a carrément créé une campagne avec un produit. Ensuite, on a fait une campagne réseaux sociaux en vertical. Donc, toujours pareil, on est parti que du premier croquis et on a déroulé avec nos agents IA. Et ensuite, on a fait carrément une influenceuse de mode pour enfants. Pour vous dire qu'on peut quand même aller assez vite, qui présente le produit comme s'il était réel, alors qu'on
On a fait juste un croquis. Et on a vraiment creusé pour que ce soit exactement ce qu'elle avait en tête. Et ensuite, par exemple, quand on peut faire carrément le fashion show avec la marque qu'elle a créée, et puis faire défiler les modèles. Donc là, c'était un modèle pour petit ado, on va dire. Voilà. Et puis après, on peut passer sur des modèles, on va dire, un peu plus adultes, automne-hiver, sur la base des feuilles. Et pareil, on peut déjà simuler, si vous voulez, un vrai défilé. C'est quand même assez intéressant. Et tout ça, on l'a fait en 3 heures. Donc c'est quand même, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi vous montrer, des possibilités qu'on a. Ensuite, est-ce que c'est ça? C'est bien, t'as vu, je fais pas trop de bêtises. Ensuite, ce qui est hyper intéressant à comprendre, là on va aller un peu plus dans l'utilisation de l'IA à la perception. L'IA, c'est un peu comme la religion ou la politique. Chacun a sa propre perception. Avec l'étude du Boston Consulting Group et de la Harvard Business School, on a vu qu'ils ont défini qu'il y avait 4 grands types. Il y a les sceptiques, donc eux, je ne veux pas utiliser l'IA. Il y a ce qu'on appelle les centaures, donc figure mythologique qui va dire moi je fais avec ma tête et mes bras, mais j'automatise toutes les tâches à faible valeur ajoutée avec l'IA. Donc c'est pour ça qu'on les appelle aussi les commandants de bord. C'est-à-dire par exemple, je suis en train de faire un devoir de maths. Je fais tout, je suis patron de tout le raisonnement, mais par contre je délègue à une calculatrice les tâches à faible valeur ajoutée ou ce qui est trop compliqué pour moi. Et après je reprends le contrôle. Enfin, on a les cyborgs. Donc les cyborgs, là c'est vraiment la science-fiction. Je mélange la chair et la technologie. Et c'est quoi? C'est un peu ce que je viens de faire pour la vidéo que je vous ai montrée juste avant. L'IA va me proposer quelque chose qui va parfois plus loin que ce que j'ai défini ou que je pensais. Je vais repartir de ce point-là et moi je vais encore la pousser plus loin. Et donc là on est un peu sur un 1 plus 1 égale 3, comme dirait Jean-Claude Van Damme. On est vraiment sur ces sujets-là et comment je vais pouvoir vraiment pousser la créativité au maximum. Donc moi par exemple dans le boulot je suis centaure, dans ma vie créative je suis cyborg. Et ensuite on a les technophiles. Donc là, les technophiles, c'est des gens qui peuvent carrément avoir des sentiments ou être, avoir même de la spiritualité pour l'IA. On a vu récemment un truc un peu navrant, des mariages avec ChatGPT à l'église en robe blanche ou en costume, suivant que c'était. Donc voilà. Aussi, chose hyper intéressante, 3% des boomers utilisent l'IA, c'est la dernière étude de ChatGPT, de OpenAI. 13% de la génération X, 38% des millennials et 46% sur la Gen Z et la Gen Alpha. Ça veut dire qu'en fonction de où je vais, en fonction de quelle entreprise je pars, en fonction et quel type d'entreprise je pars, de ma perception de l'IA, de quelle génération je suis, je ne vais pas forcément utiliser l'IA de la même manière. Ça, je vais aller assez rapidement, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on commence à avoir un glissement des compétences dures, donc des compétences techniques vers les compétences, les soft skills. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on ne peut bien exercer ces soft skills que si on est très en maîtrise de la chose. Par exemple, si je vais faire si avec Charlie on va coder, c'est-à-dire faire du code avec de l'IA et qu'on ne maîtrise pas la technique derrière, si l'IA se plante à un moment, je ne vais pas être capable de m'en sortir forcément. Donc c'est très important de conserver les hard skills et ne croyez pas ce qu'on peut voir passer sur ces sujets-là. Ça, c'est juste pour vous montrer une étude du Boston Consulting Group, toujours, qui montre l'augmentation de productivité et de qualité entre un groupe sur, ils étaient combien, 758. La moitié des consultants ont utilisé l'IA et pas l'autre moitié. Et donc on voit qu'il y a quand même un gain de 12% sur les tâches complétées, 25% de rapidité moyenne et 40% de plus de qualité. Donc on voit qu'on a vraiment un sujet. Et là on le voit aussi, ce qui est très intéressant, c'est en fonction du degré d'exposition à l'IA et de la part des tâches peu susceptibles à être remplacées, on voit que forcément un couvreur en Normandie, il a moins de chances d'être remplacé qu'un télévendeur qui est toute la journée au bout du fil. Donc on commence vraiment à avoir des chiffres, des études sur ces sujets-là. Ça c'est mon petit côté France Travail qui vous montre ça.
Ensuite, ce qui est aussi très important à comprendre, c'est qu'il y a un vrai impact sur le collectif. Et le collectif, c'est important parce qu'on va utiliser l'IA dans un collectif et ça peut venir déstabiliser les relations entre tous les collègues dans un collectif. Et quand je comptais sur un collègue pour une tâche et maintenant qu'il est remplacé par l'IA, est-ce que je suis sûr de ce qu'il me donne? Est-ce que maintenant il n'est pas aussi beaucoup plus indépendant? Avant c'était moi le chef des macros, je faisais toutes les macros pour tout le monde, maintenant il se fait ses macros tout seul, donc on voit que ça vient un peu bouleverser le collectif, on voit que ça vient en plus du télétravail, c'est une hybridation différente. Avant j'avais une hybridation distancielle, présentielle, maintenant je commence à avoir une hybridation cognitive, et c'est quand même quelque chose qui est très nouveau, et tout le monde n'est pas prêt, comme on a pu le voir. Bon, je vais assez rapidement là-dessus, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant de voir, c'est qu'en plus de l'IA générative, là on arrive en mode agentique. Et il y a une théorie qui est hyper intéressante, et que je voulais vous partager ce soir, même si j'ai pas beaucoup de temps, c'est le human in the loop, human on the loop, human out of the loop. Et ça, c'est quelque chose une chose à laquelle il faut être prêt, c'est-à-dire que human in the loop, c'est un peu comme une IA que je vais utiliser, ChatGPT. Je suis patron du prompt, je vois ce qui se passe et je suis patron de ce qui sort et je peux l'utiliser comme je veux. Okay, donc là, je suis en contrôle. Petit à petit, si j'augmente l'autonomie de l'IA, si je suis human on the loop, c'est-à-dire je lance le robot ou l'agent, et je peux intervenir si ça se passe mal, mais par contre, c'est tout ce que je peux faire. Je peux juste stopper. Donc je suis human on the loop. Et human out of the loop, là je suis carrément spectateur. C'est-à-dire que je peux rien faire. C'est comme quand je prends un taxi Waymo à San Francisco, je vois le volant qui se tourne, je vois les pédales qui s'activent toutes seules. Par contre, si jamais il y a un problème, je ne peux pas reprendre le volant. C'est pas prévu pour. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et juste pour vous montrer, là, moi je suis allé la semaine dernière au Claude Code Connect à Paris, qui rassemblait un peu des vibe codeurs avec Claude et qui développait des IA. Et pour vous, ce soir, j'ai développé un petit jeu. Alors, je pensais faire toute ma présentation dessus, mais j'ai pas eu le temps, je dois faire des bêtises, c'est pas grave, hop, c'est ça, voilà. Il m'a tout préparé, il m'a tout préparé, mais je fais des bêtises, voilà, je vais y arriver. Et ça aussi, c'est pour vous montrer à quoi on peut arriver assez rapidement. Je sais pas si on va entendre la musique, parce que, voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que j'ai créé un jeu de Neo Geo, un jeu d'arcade, ça va vous rappeler peut-être des bons souvenirs. Et donc ça, c'était pour faire une présentation sur les effets cognitifs de l'IA. Donc là, j'ai filmé le jeu. Mais en gros, on peut vraiment, avec des agents maintenant, développer différemment la manière de s'adresser aux personnes. Là, je ne veux plus faire de slides, par exemple, parce que ça me gonfle des fois les slides. Là, je me dis, je vais vraiment être en capacité de développer un jeu pour faire mes présentations. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, je ne vais pas vous la faire ce soir, on la fera peut-être à un autre IA After Work, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut quand même aller assez loin avec des agents IA. Bon, je code un peu, donc voilà, je connais, mais c'est quand même assez puissant. Et là, j'ai vraiment repris tous les codes des jeux d'arcade de l'époque. Voilà. Je vais couper parce qu'en plus, ça dure longtemps. Hop. Et donc, ce qui est important, c'est que ça, c'était le collectif d'avant. C'est-à-dire que depuis l'arrivée des mines, je suis où en termes de... Il me reste un minute. Depuis l'arrivée des mines, on sait que quand il y a une nouvelle technologie qui arrive dans un collectif, qu'on a automatisé avec je sais pas, des chariots électriques, etc., on voit qu'il y a vraiment un sujet sur le collectif et on a réussi à l'accompagner avec de l'accompagnement au changement, etc. Et ça s'appelait les systèmes socio-techniques. Et là, on est en train de bouleverser toutes ces théories-là parfois même qui datent en fait du début de l'ère de l'arrivée de la révolution industrielle. Et là, on arrive dans quelque chose qu'on ne connaît pas et à laquelle on n'est pas habitué. C'est la théorie des systèmes socio-techniques intelligents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement j'avais la machine, non seulement j'avais les règles de l'organisation pour la culture, les règles, etc., et j'avais l'humain, mais aussi maintenant, il y a tout ça qui est relié par l'IA et par des agents. Et là, on voit que c'est vraiment
on a un enjeu de progresser en permanence, évoluer en permanence et faire évoluer le collectif de la bonne manière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut bien avoir en tête aussi quand on met de l'IA. Et ensuite, je vais terminer par là, quelque chose d'hyper important. On a commencé à en parler tout à l'heure, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont du mal à utiliser des IA et qui disent « j'ai des choses ultra déceptives hein ». Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le corpus de données est déjà biaisé, puisque en fait c'est un immense miroir de nous, hein, c'est ce qu'il y a dans Internet, et en plus il y a le pire et le meilleur. Généralement le pire est nettoyé par des entreprises qui ne font que ça de la journée. Et donc les données d'entraînement sont déjà bien biaisées. Hein. Mais après, nous, et il y a les données aussi d'algorithmes, enfin les biais algorithmiques, pardon. Mais aussi, nous, après, quand on va utiliser l'IA, on a 3 principaux biais contre lesquels il faut lutter. Et ça, pour moi, il faudra vraiment l'apprendre à l'école. Première chose, biais de cadrage. Imaginez, je suis anti-vax. Ok ? Je suis anti-vax. Je vais faire un prompt dans l'IA, je vais lui dire « Prouve-moi que les vaccins sont mauvais. » Voilà, biais de cadrage. L'IA, elle va aller tout de suite, soit dans les études qui sont vraiment à charge contre les vaccins, des sphères conspi, tout ce que vous voulez, et ça va me ressortir le meilleur de tout ça. Et donc, ça va me sortir quelque chose de très orienté, parce qu'en plus, dans le pré-prompt, hein, la partie qu'il y a avant le prompt, dans toutes les IA, elle va vouloir me faire plaisir. Donc, elle va me mettre un tout petit peu de positif et beaucoup de négatif. Ensuite, ça, moi je reçois ça, ah bah oui, c'est vrai que c'est pas si bien que ça, effectivement, les vaccins c'est quand même pas mal, ça a sauvé, ça a éradiqué plein de maladies terribles, mais bon, oui, il y a des problèmes. En plus, moi, ça me répond, pouf, biais de confirmation. Ah bah je te l'avais bien dit que c'était pas si bon que ça, les vaccins. Voilà, donc, et après on peut encore tomber en poupée russe avec des biais de KPI, c'est-à-dire on va retenir que le KPI qui nous donne raison. Et ensuite, il y a le biais, le pire du pire pour moi. Donc ça, bien sûr, faut lutter. Il faut lutter en faisant des comptes beaucoup plus, synthétiques et beaucoup moins orientés. C'est fais-moi une étude basée sur les meilleurs rapports scientifiques qui font autorité sur les effets à la fois positifs et négatifs, représentatifs, des vaccins, etc., etc. Là, vous voyez que j'aurai quelque chose sur des bases académiques bien prouvées, beaucoup plus proche de la réalité, en fait. Voilà. Et ensuite, le biais d'ancrage, et pour moi, ça, c'est un truc qui est vraiment, et j'en finirai par là, qui est vraiment ultra intéressant, c'est la partie... le cerveau adore les prises de repères, et une fois, c'est un peu comme une encre, hein, c'est pour ça que ça s'appelle le biais. Une fois qu'on est fixé à un point, on n'en bouge plus. Et par exemple, si vous travaillez en posant directement votre prompt à une IA, fais-moi une étude sur les neurosciences, comment ça se passe, l'impact de l'IA sur le cerveau, par exemple, ça va vous faire un truc assez incroyable en 2 minutes, et ça va vous sortir 10 pages en niveau PhD, etc. Sauf que là, vous êtes dans ce qu'on appelle une IA de substitution. Vous demandez à l'IA de faire pour vous. Et en fait, ça va vous sortir quelque chose d'assez satisfaisant. Ça va vous faire un biais d'ancrage. Vous allez pas être vraiment, vous allez déjà lire, vous allez corriger 2-3 trucs et hop, vous le poussez. Hein, ça vous va bien. Donc là, IA de substitution, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà faire de la recherche par vous-même, bosser le truc, faire une ébauche de travail, faire un plan, soit sur Internet, soit sur une feuille, etc., etc. Et ensuite, soumettre ce plan à l'IA en disant « Voici comment j'ai bossé, voici ce que je veux faire, voici ce que j'ai commencé. Critique, améliore, propose-moi des angles différents. » Et là, l'IA va vous proposer des choses. Vous avez déjà bossé le truc, vous êtes en maîtrise, donc vous allez pouvoir dire « Non, ça j'y ai pensé, je veux pas, ça c'est pas la direction que je veux, ça elle a raison, j'y ai pas pensé, j'y penserai la prochaine fois, etc. » C'est quoi la différence? C'est que là, je suis dans une IA de confrontation. Vous voyez? Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que dans un cas, l'IA peut me remplacer et même m'affaiblir. Hein. Les neuroscientifiques disent use it or lose it, c'est-à-dire si j'utilise pas une fonctionnalité, eh ben, même mes neurones qui sont associés, je vais les perdre. Alors que si j'utilise
une IA qui va me renforcer, me confronter, me déstabiliser, je vais progresser avec l'IA. Je vais progresser en IA et aussi dans mes compétences. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. On en parlait tout à l'heure lors de l'échange du début. Juste, c'est quelques... Si on peut lutter déjà contre ces biais-là, quand on s'adresse à l'IA, on fait un énorme pas et on progresse plutôt que de régresser. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que il me reste... Merci Aurélien. Merci Aurélien. Alors vous aurez la présentation, la vidéo dans les canaux. Oui, ça. Ok. 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 Bah, ça tombe bien en fait, c'est une transition avec ce que je fais, mais laisse au contraire je fais exprès, parce que c'était très intéressant ce que tu mets, ça permet de faire ma transition vers moi. Je me suis pas présenté, je m'appelle Franck Parianti, j'ai monté une business school qui fait de la formation en alternance en IA, et donc je reste convaincu que l'IA va nous aider, et nous aide, mais qu'il y a aussi ce facteur humain et formation qui peut nous permettre de mieux réussir grâce à l'IA. Donc voilà, c'était ma transition pour vous dire qui je suis. Maintenant, des cadeaux, parce que je suis un grand enfant, et donc merci à tous d'être venus, et donc l'idée c'est que je puisse vous offrir des cadeaux. Et donc vous allez voir pendant cette courte présentation plusieurs cadeaux, dont le premier cadeau que je vous offre, c'est de pouvoir mettre en place concrètement l'IA pour vous, chacun, à votre façon, et je vous accompagne gratuitement. Vous n'avez rien à payer, vous m'appelez, vous prenez un rendez-vous via Google Meet, et on va discuter ensemble, et c'est aussi mon cadeau de vous aider. Pour la petite histoire, j'ai failli mourir à Madagascar, et je me suis dit, give back. Et donc j'ai monté une ONG à Madagascar dont je forme des jeunes gratuitement, et si je peux vous aider, si j'ai réussi à aider quelques personnes à Madagascar et en France, c'est mon plus grand bonheur. Donc ce que je veux, c'est que si vous voulez bien, vous m'appelez, vous m'expliquez votre problème et on va le transformer en 3 étapes. Première étape, c'est un audit gratuit, IA. Donc entretien one-to-one, pas forcément, vous pouvez venir dans mes bureaux 54 avenue, mais si on se fait ça via Google Meet, vous m'appelez et vous me dites, voilà Franck, je m'appelle Grégory, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je veux développer mon business pour faire quoi de mon activité, qu'est-ce que je dois faire? Et je te mets en place un plan gratuit pour toi. Ensuite, ce plan détaillé, on va le mettre en place pour réussir. Et ensuite, on va même prévoir un prévisionnel de réussite. Ça l'idée, c'est même, si vous voulez bien, que je puisse vous accompagner. On va se fixer ce qu'on appelle des étapes que vous allez faire, parce qu'il y aura peut-être du travail à faire de votre côté. On pourra aussi peut-être le faire avec les agents IA. Et donc l'idée, c'est qu'on va parler ensemble d'agents IA que vous pouvez mettre en place par vous-même. Mais si vous voulez, je peux essayer de vous montrer comment faire par vous-même ou comment le faire pour vous. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer comment on réussit avec les agents IA, avec ces 3 étapes. Donc ça, c'est le premier cadeau. Deuxième cadeau, Charlie, il a râlé, mais c'est comme ça. Quand j'ai dit ça, non, j'offre, en fait, concrètement, je suis en train d'écrire un livre avec plusieurs intervenants, dont Antonio, Aurélien, Charlie. Et en fait, pour que le livre soit vu dans les top ventes le premier jour sur Amazon, il apparaît dans les éditions Encre de l'imagination, il y aura des signatures dans des librairies à Paris et à Marseille. Mais l'idée, c'est aussi d'apparaître en top position sur Amazon. Et donc, si vous voulez bien, vous l'achetez le jour J et je vous rembourse le livre. Alors, vous achetez le PDF, vous n'achetez pas la version brochée à 32 € avec en or et tout ça, avec la signature de... Mais en fait, l'idée, c'est que vous l'achetez et je vous rembourse. Et comme ça, si on est quelques-uns à l'acheter le jour même, il va peut-être apparaître dans les top charts de Amazon et ça permet de le vendre. Donc voilà. Je vous ai parlé de mon livre, comment développer son activité efficacement avec l'IA, avec plusieurs intervenants, je vous en ai parlé, et d'autres personnes, donc Philippe Journeau, qui est mon nom, qui est parmi les top plus grandes fortunes de France, et qui explique comment aujourd'hui il est en train de transformer il est propriétaire d'1 million de mètres carrés de centres commerciaux, et il est en train de transformer ça dans un business qui est beaucoup plus rentable, et je vous en parlerai à la fin, c'est ce qu'on appelle les data centers IA. Donc vous allez comprendre comment aujourd'hui, le vrai besoin, je vais le faire rapide, c'est pas forcément des IA, parce que maintenant ce qu'on appelle les IA, les LLM sont gratuites, elles sont open source, on peut les télécharger. C'est pas forcément les agents IA, parce que les agents IA sont open source, on va vous en offrir plein, Charlie va vous en offrir. Comment faire ces agents IA? Moi je vais vous offrir toute une bibliothèque d'agents IA que vous pouvez télécharger et utiliser, ça vous coûte 0. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est faire tourner ces IA, ce qu'on pourrait appeler ces ordinateurs ou GPU ou data center IA. Et c'est pour ça que le futur de l'immobilier est peut-être dans les data centers IA. Ah, c'est passé automatiquement à la prochaine slide, ok. Je suis plus où j'en suis, c'est ça, super, on est bon. Super, maintenant, technique. C'est les 2 slides les plus compliqués, mais en même temps, si vous voulez apprendre quelque chose, c'est les 2 slides qu'il va falloir retenir.
Si vous voulez mettre en place des agents IA pour développer votre business, pour moi, il y a une solution qui est relativement simple, c'est aller sur un navigateur. Vous êtes déjà allé sur Internet, vous utilisez Chrome. Ils ont mis en place une version open source qui s'appelle Chromium. Et concrètement, avec cette version open source, il y a plusieurs entreprises comme Perplexity qui ont mis en place des navigateurs Chrome avec des agents IA. Donc vous allez sur Internet et vous, là où je suis sur Chrome et je dis à Chrome, bah, je me connecte sur un compte, crée-moi un compte, c'est toi qui crée le compte, c'est toi qui me crée le mot de passe et c'est toi qui vas aller sur Gmail parce que je reçois une confirmation d'email. Et donc tu donnes ça à l'agent IA sur, en fait, tu as une fenêtre qui s'ouvre à côté et tu discutes avec l'agent IA qui fait les automatisations pour toi. Deuxième exemple, tu vas par exemple sur un forum, tu as plein de contenus intéressants, tu peux dire regarde la synthèse de tout ce qui a été publié sur ce forum, écris-moi le contenu et tu me le publies. Et tu vas avoir le navigateur IA, l'agent IA, qui va analyser toutes des informations et qui va agir à ta place. Donc il y a 2 ans, on a connu l'IA, ou il y a 2-3 ans avec ChatGPT, c'est très bien, c'était en fait l'IA qui nous répond. Maintenant, on a l'IA qui agit. Et donc, on a de nombreux navigateurs IA qui sortent. Donc, on a Comet Perplexity, on a OpenAI ChatGPT Atlas. Donc, ils ont aussi lancé leur navigateur IA. Et vous pouvez maintenant dire à OpenAI, maintenant, fais-moi ces actions, envoie mes emails, réponds à mes emails et tu cliques sur envoyer pour que de plus en plus, tu n'aies plus forcément besoin de travailler. Tu demandes à l'IA de travailler à ta place. Il y a une nouvelle aussi navigateur IA qui s'appelle Google, avec Chrome, qui s'appelle Gemini Agent, qui est sorti aux US et qui marche très bien. Donc ça, c'est des solutions qui sont souvent gratuites, comme avec Perplexity est gratuit. Deuxième solution, c'est de télécharger une extension Chrome qui va vous permettre de pouvoir automatiser des actions. Troisième possibilité, donc soit navigateur, soit extension Chrome, soit ce qu'on pourrait appeler un agent IA no-code. C'est un petit peu plus compliqué, Charlie va vous en parler un peu plus tard. C'est en fait un outil qui va vous permettre vraiment d'automatiser des actions. Et quasiment par la voix, tu dis voilà, je veux que chaque fois que je reçois une information, je veux la traiter et je veux pouvoir en faire une analyse et je veux pouvoir quasiment agir pour moi, pour pouvoir éventuellement acheter des actions financières. Donc aujourd'hui, c'est le type, ce qu'on appelle d'agent IA no-code qui fonctionne très bien. Il y en a nombreux, je vais en lister quelques-uns. Donc ça, c'est la première partie qui, pour moi, les agents IA simples. Après, on a des agents IA qui sont un petit peu plus compliqués, qui sont ceux-là, ce qu'on pourrait appeler les agents IA low-code. Donc on a un outil qui est assez connu qui s'appelle N10. Il y a un autre concurrent qui est sorti de chez OpenAI qui s'appelle AgentKit, qui est aussi relativement, pour moi, facile quand même à mettre en place. C'est qu'en fait, tu lui donnes des actions, tu vas tous les jours, tu fais ces actions, il va le faire pour toi. Et donc voilà comment concrètement vous pouvez le faire. Ça peut vous paraître un peu technique. L'idée, c'est de vous expliquer comment il s'appelle. Et ensuite, on a une communauté avec des vidéos, du contenu, des informations que vous allez pouvoir télécharger. Il y aurait dans les bonus que vous allez avoir toutes sortes d'agents IA et on vous explique exactement comment faire étape par étape. Donc ne vous inquiétez pas. On passe en surface les agents IA et ensuite on rentre dans le détail en fonction de vos compétences. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y aura des pros comme toi qui savent très bien utiliser des agents IA, dont Charlie et moi, et puis il y en a d'autres qui ne savent pas le faire. Et mon rêve, c'est de vous aider chacun, one by one, avec ce fameux coaching offert. Et ce coaching offert, on va le faire en 3 étapes. La première étape pour moi, c'est de bien comprendre ce qui est très bien dit Aurélien. C'est quoi ton business ? C'est quoi là où tu es bon ? Je vais prendre l'exemple de Greg. Greg, tu as un CGP, tu es très bon dans la finance, tu connais ton expertise, c'est ça ce que tu sais faire. Donc ça, c'est déjà l'IA. Il faut lui dire quel est ton business et il faut que tu arrives à bien déterminer ce qu'on pourrait appeler ta thématique ou niche. Et ensuite, dès que tu as cette fameuse thématique, tu vas mettre en place 3 étapes, qui sont les étapes pour moi qui sont pour réussir. La première étape, c'est ce qu'on appelle cette fameuse vision 360, l'écoute du marché. Savoir aujourd'hui concrètement qu'est-ce que tu sais faire, Grégory, qu'est-ce que tu apportes comme expertise. Deuxième étape, c'est engager la conversation. Ça peut être aussi par les réseaux sociaux, ça peut être par ta communauté, ça peut être en créant des événements. Et troisième étape, c'est le faire savoir. Si tu arrives à mettre ça en place, ce fameux triptyque du business, avec des agents IA, tu peux réussir. Cadeau, je vous ai créé, si vous voulez, une checklist pour mettre en place ces 3 étapes. C'est qu'en fait, sur les Google Docs que vous allez avoir, il y aura un QR code à la fin. Vous allez pouvoir télécharger une checklist que vous allez pouvoir utiliser pour vous, qui va vous servir de guide pour bien mettre en place ces 3 étapes.
Donc vous avez un Google Doc, vous allez remplir, dire voilà, bah, je m'appelle Grégory, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et on va essayer de comprendre quels sont les marchés, quel est ton marché. On va pouvoir éventuellement faire une analyse avec l'IA, parce que l'analyse va pouvoir définir exactement ce qu'on pourrait appeler ton persona, ton client cible, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses problématiques. Ensuite, eh ben, on va créer, ben justement, t'en parlais, aujourd'hui ce qu'on appelle de pages de vente, de sites internet, sans forcément avoir besoin de coder. Aujourd'hui, quasiment avec la voix, tu peux créer des sites internet facilement avec des outils qu'on appelle de vibe coding, qui sont gratuits, comme Lovable. Troisième étape, c'est savoir faire de la publicité de façon récurrente. Parce que c'est bien beau tout ça de connaître ce marché. C'est bien beau tout ça de créer 3 publications sur LinkedIn pour se faire plaisir, pour glorifier parce qu'on a eu des likes. Mais en fait, le vrai business, c'est créer un business récurrent, où tu mets ta carte bancaire, et je vous expliquerai, bah ça je vous ai marqué, il y a Google Ads, je suis coach chez Google, donc je peux vous offrir 1 200 € de crédit Google Ads, je vous expliquerai comment. Et en fait, quand tu fais de la pub sur Google Ads, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux analyser ce qu'on appelle le taux de conversion. C'est-à-dire que tu dis, bah voilà, je m'appelle Grégory, je vends du conseil en investissement financier, je veux que chaque fois que je mets 1 200 €, je veux gagner tant d'argent. Et Google va tout mettre en place pour réussir cette conversion. Et quand ils ont réussi cette conversion de te transformer des ventes, parce que tu as gagné de l'argent, et ben tu vas pouvoir continuer à faire de la publicité sur Google. Et vous allez vous rendre compte, la publicité sur Google, c'était un peu has-been. C'était il y a 20 ans avec ce qu'on appelle Google AdWords. Et ben, non. Je vous montrerai après pourquoi c'est pas forcément has-been de faire de la pub sur Google Ads pour créer de la récurrence. Et après, le rêve, c'est qu'on a pu à bosser. C'est que dès qu'on a mis en place ces 3 étapes, et ben Google Ads, avec la publicité sur Google, avec ce qu'on appelle, je vous montrerai après, le display, et ben tu trouves automatiquement tes nouveaux clients. Et après, ben, tu as payé ta pub pour 1 200 €, tu as fait tes bénéfices, tu es content et tu réinvestis de la publicité. Et tu n'as plus rien à faire. Et l'IA de Google Ads va te trouver automatiquement tes nouveaux clients qui vont revenir dans ton tunnel de vente. Je m'en vais. Ça m'excite. Non mais sérieux, je le sais, je m'en vais tous. Je savais tout le calme. Tu l'as déjà fait la semaine. Hein? Tu l'as déjà fait la semaine dernière. Ouais, mais le soir avant de me coucher, je dis, il faut que je vous aide. Non mais ça, il faut que je vous aide. C'est mon bonheur de vous aider. Et donc comment je peux vous aider? Ben, avec ces outils, justement, je vous ai parlé de créer du contenu, créer des sites internet. Je le fais par la voix, je crée des milliers de pages web. Je suis propriétaire de 120 noms de domaines qui sont référencés sur Google, où je crée du contenu tous les jours. Et Google me dit ce qu'on appelle les mots-clés les plus demandés. Je prends l'exemple de Grégory. Grégory, c'est quoi les problèmes de tes clients? Tu as une idée? Ben, Google te dit en temps réel, en fonction de tes clients, qu'est-ce qu'ils posent comme question sur Google? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Quels sont les mots-clés où tu peux intervenir? On en a déjà parlé. Pour dire, je suis conseiller en gestion patrimoine pour investir dans les data centers IA à Paris. Ben, peut-être qu'il y a une faible demande, mais il n'y a pas de concurrence. Et Google va te dire, ok, avec l'IA, tu fais de la pub là-dessus, tu apparais en première page, les gens vont remplir un formulaire, tu leur vends, et ensuite Google va savoir que tu leur as vendu par un système par exemple, de site e-commerce. Donc voilà, tout ça, tu le crées gratuitement avec du vibe coding. Deuxième étape, faire connaître, tu as créé ton contenu, maintenant tu fais connaître ton savoir via les réseaux sociaux. Avec des agents IA, je vais y arriver, tu peux faire connaître tes publications sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu mets en place ce qu'on appelle des automatisations pour le faire automatiquement, parce que l'idée c'est que chaque fois que tu fais du contenu que tu as créé sur tes sites internet, bah, automatiquement ça va le faire savoir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pour que tu n'aies quasiment plus rien à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement tu vas pouvoir faire de la publicité sur Google. Donc quelqu'un va taper un mot-clé stratégie marketing IA, tu vas apparaître ici, mais tu vas aussi apparaître sur la publicité sur YouTube. Aujourd'hui, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé, c'est YouTube Ads. Et aujourd'hui, même si tu veux poser ta question à l'IA pour te répondre, souvent tu as besoin de confirmer cette réponse par l'IA, parce qu'elle se trompe, avec YouTube. Et donc aujourd'hui, il est très intéressant de faire de la publicité sur YouTube, pas forcément créer du contenu, juste tu fais de la pub pour promouvoir ce que tu as créé comme outil Lovable. Et, bingo, le banger, aujourd'hui, Eloïda, aujourd'hui, tu as de la publicité dans les résultats de Gemini. Vous avez vu les dernières études que Google ressort avec une super IA qui s'appelle Gemini 3, qui est pour moi fantastique, qui est quasiment gratuite, qui est bien meilleure pour moi que OpenAI. Et quand tu poses ta question à l'IA de Google, qui s'appelle Gemini, il te donne des réponses, mais maintenant tu as ce qu'on appelle des réponses sponsorisées. Donc toi, Greg, tu veux faire de la pub,
quelqu'un va poser la question à l'IA, je veux investir dans des data centers IA à Paris, tu peux apparaître comme une publicité sponsorisée. Et donc c'est pour ça que Google Ads n'est pas forcément has-been. Et j'ai juste des actions de Google, mais c'est pas ma boîte. J'ai arrêté de bosser. Enfin, je suis coach chez eux. Concrètement, ce que dit Google Ads, et moi, je confirme, c'est que si tu mets 1200 €, tu peux espérer 340% de ROI, ce qui est assez 3,4%. Ce qui est assez fantastique. Fois 3,4, je vais arriver. Fois 3,4. Tu mets 1200 €, tu peux multiplier par 3,4 ce que tu investis. Et en plus, avec les vouchers, enfin les cadeaux, bonus, enfin les petits bons que je vous donnerai, si tu mets un peu d'argent chez Google, Google t'offre 1200 € de crédit. J'en ai quasiment fini. Ouais, c'est la slide pub. Donc j'ai une organisme de formation, si vous rigolez, ouais, je suis clair. J'ai une boîte de formation, donc je fais des formations qui sont subventionnées entre autres par France Travail. Merci Aurélien. Par le budget formation entreprise, par le CPF et tout Equity. Donc si vous avez besoin, on vous offre les agents IA. Et en fait, on va vous former pour mettre en place ça, sans que vous ayez rien à payer. Le CPF, le budget formation entreprise, vous êtes inscrit France Travail, on vous forme, et c'est en fait tous les outils qui sont gratuits, on vous les donne, on ne peut pas vous les vendre, c'est juste une formation et un accompagnement pour que vous puissiez réussir à mettre en place ça. J'en ai quasiment fini, c'est la dernière page de slide. Si vous voulez recruter un alternant formé à l'IA, on est une école, on les forme une semaine dans notre école à former de l'IA et des agents IA, avec leur petit doigt. Et une autre semaine, ils peuvent venir chez vous dans votre entreprise pour mettre en place ces agents IA et vous obtenez 5 000 € d'aide de l'État. Dernière chose, quand on met en place ce type de solution, c'est des agents IA garantis ou remboursés. C'est-à-dire qu'on est tellement sûr de ce qu'on appelle du ROI de ce qu'on met en place avec ces 3 étapes, qu'on vous rembourse si vous n'avez pas les résultats garantis. Et dernière chose, je vous en ai parlé, on a mis en place un partenariat avec une boîte qui s'appelle la Compagnie de Strasbourg, parce que pour nous, le futur, c'est pas forcément de vendre de l'IA. Le futur pour nous, c'est que demain, vous soyez propriétaire de votre data center ou investisseur dans un data center, où vous avez votre propre ordinateur chez vous, où vous avez votre propre IA de confiance. On en a parlé tout à l'heure. Moi, c'est ce que j'ai mis en place chez moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise des super outils de chez Google pour l'automatisation, mais on a des outils fantastiques, on connaît aussi très bien, qui s'appelle Anything LLM, qui est en fait une IA open source, avec des agents IA open source. Tu mets ça sur ton ordinateur et il tourne tout seul. Moi, par exemple, j'ai des photos, j'ai pas envie de les mettre sur Internet, de mon fils et autres. Et en fait, cette IA tourne toute seule. J'ai des données clients qui m'appartiennent. J'ai pas envie de les donner à Google parce qu'après, elles ne m'appartiennent plus. Et j'ai pas le droit de donner mes données clients de mecs qui ont acheté de l'information via le CPF et autres. J'ai pas le droit de le mettre forcément sur Internet. Et donc, l'idée, c'est que je fais tourner mes agents IA tout seul en local. Et qu'est-ce qui me coûte ? Rien. Hormis ces fameux ordinateurs via ces data centers IA. Donc le futur, c'est ça. Donc il y a un énorme projet de data center IA qu'on lance avec la boîte que je vous ai parlé. Merci. Aïe 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 oh merde. C'est pas très chaud. Bon allez, Antonio fait mieux. Oui, aussi. Bonsoir à tous, je suis Antonio, comme je leur m'aurais présenté. Je vous l'ai dit, je suis mexicain, donc il y a un accent. Si jamais vous ne comprenez pas ce qu'il est dit, faites-moi signe, je vais retirer. Et aujourd'hui, je me suis dit comment je peux apporter un peu de la valeur pour raconter une histoire ou dire quelque chose qui peut vraiment être palpable et qui peut sortir d'ici et l'appliquer chez vous. Donc, je vais bien sûr présenter un peu ma boîte. Aujourd'hui, je suis à ma 2e start-up, donc je suis à ma 3e. Parce que la semaine dernière, je suis en train de monter une avec Charlie. Le mois prochain, je pense, lors de la prochaine émission. Mais aujourd'hui, mon sujet, c'est vraiment de me concentrer sur comment arriver à construire une entreprise avec de la IA, avec des automatisations, sans avoir une armée de développeurs. Comment on va chercher ces fameux product market fit, comment on va prouver l'attraction du marché très facilement et très rapidement. Et donc, on peut prendre une use case qui est ma boîte, c'est Cometrix. C'est une boîte qui est montée sur comment faire un bilan carbone pour le PME. En gros, on remplace les consultants, sur la boîte des consulting. Mais notre sujet, c'est vraiment automatiser et remplacer complètement les consultants en carbone avec des automatisations IA pour passer d'un bilan carbone de 6 mois à 5 minutes.
Et aujourd'hui, la boîte, on est à la station F. On est plus sur la boîte et c'est une solution pour les PME, simple, rapide et économique. Mais ce n'est pas ça qui vient nous présenter, c'est vraiment comment construire une entreprise avec de l'IA. J'ai commencé par une stat. Aujourd'hui, c'est une Boston Consulting Group, la frontline des employés atteignent ce qu'on appelle le Silicon Valley. Donc on arrive uniquement à 50% des gens qui utilisent vraiment l'IA. Donc le reste du monde ne sait pas comment vraiment l'utiliser ou comment l'appliquer. Aujourd'hui, l'IA n'est pas un gadget. Pour moi, c'est un vrai levier de l'architecture d'entreprise. Ce n'est pas que des francs, c'est comment on arrive à vraiment automatiser et aller beaucoup plus vite. Et même si tout le monde en parle, de l'adoption réelle de plateforme. Et je commençais par dire que toute boîte commence par la résolution d'un problème. Un problème qui est manuel, qui est difficile. Ça peut être, si c'est une boîte B2B, ça va être dans les côtés d'entreprise. On est là, on voit qu'on a un fichier Excel pour faire un certain procès et on se dit comment je peux arriver à l'automatiser. Une fois qu'on l'automatise, on cherche des solutions sur Internet et on dit il n'y a pas de solution pour le faire, donc il faut monter une boîte. Il faut monter une solution. C'est comme ça qu'on arrive à une boîte B2B et une boîte B2C, c'est plus facile. On est dans les quotidiens, on se lève le matin, on se brosse les dents et à un moment on dit peut-être qu'il a une meilleure manière de se brosser les dents et on monte une boîte. C'est assez simple. Et dans notre cas, c'était des bilans carbone, donc des consultings, des interviews, des fichiers Excel, des réunions avec des consultants. Et finalement, on a passé par pipeline automatisé, des données et des prises de décision très rapidement. Comment nous on l'a fait? En gros, on a fait de la recherche, on a observé des boîtes qui faisaient leur bilan carbone. On a vu que ça prenait 6 mois. Encore une fois, c'était des consultants qui venaient, qui sont facturés à la journée, donc ils sont là pour faire durer un peu la mission. Et ces consultants, ils vont demander des données, interviewer des gens, et à la fin collecter des données, et on s'est rendu compte que ce sont toutes des données financières. Tout ce qu'ils collectent pour faire un bilan carbone, c'est les dépenses de la boîte. Parce que c'est ce qu'on consomme, c'est ce qui a un poids en bilan carbone. Et comme je dit, en gros, pourquoi ils ne vont pas juste voir les DAF et demander le fichier de culture comptable et avec le fichier de culture comptable, on le fait. Et non, ce que nous on fait. En gros, aujourd'hui, c'est une solution assez simple. On prend ce fichier de culture comptable, on le met à l'endroit. Il y a une IA qui. Donc ça. Donc c'est en passe-pas. Donc on donne le fichier de culture comptable à la IA. La IA va identifier quelles sont toutes les lignes qui sont sujets à un calcul de carbone. Il va filtrer, ensuite il va faire le matching intelligent, qui va matcher ces données et ces dépenses avec la base de données de l'ADEME, pour dire voilà, c'est le bon carbone pour ces dépenses marketing, pour ces colliers que j'ai pris, ces palettes de tomates, ou quoi que ce soit. Et ensuite, là, il va générer le rapport et le bilan carbone en 2 minutes, et il va prendre 1 minute de plus pour faire des recommandations en fonction des secteurs d'activité, etc. Aujourd'hui, on arrive à passer à automatiser complètement et à remplacer complètement l'humain. On passer la process de 6 mois à 5 minutes pour faire un bilan carbone. Et donc j'aimerais bien un peu à le sujet. La première chose, c'est de comprendre quel est le job que je donne. Pourquoi je monte une boîte? Quel est le problème que je suis en train de résoudre? Une fois que j'ai compris quel est ce job que je donne, je peux faire beaucoup de choses. Bien sûr, aller chercher toutes les expériences que j'ai données à mon utilisateur pour remplir ce job parfaitement. Et cet utilisateur, c'est une personne. Il faut savoir à qui je suis en train de résoudre le problème. Ce que nous on a fait aussi très rapidement, c'était faire le marketing chirurgical. Donc, dire comment je vais aller chercher et cibler des personnes spécifiques avec des messages spécifiques. Un grand échec. Avant, on devait l'écrire, passer par quelqu'un qui écrivait, le designer des messages, qui allait créer une design. Aujourd'hui, avec la IA, on peut très rapidement dire voilà, le problème c'est ça, pour nous c'est assez simple, c'est un CFO. Un CFO, je vais parler des risques, des ROI, des conformités pour le bilan carbone. Un RH, je vais parler des marques employeurs, des rétentions des employés.
à un dirigeant, je vais lui parler de vitesse, de scalabilité, d'appel d'offres, qu'il faut qu'il se donne carrément pour pouvoir accéder à un appel d'offres ou à un crédit. Et ces messages spécifiques, on peut les multiplier à l'échelle. Et très rapidement, on peut créer des landing pages, on peut créer des campagnes d'emailing massives pour tester. Alors qu'avant, ça prenait des mois. Aujourd'hui, vraiment, en l'espace d'une semaine, on peut arriver à avoir des open rates des campagnes d'emailing à 60% très rapidement. Et on l'a testé il y a 2 semaines exactement pour cet événement. On s'est vu, on a fait un meeting, on a lancé des campagnes de test. Et aujourd'hui, les campagnes de cet événement sont à 60% d'ouverture. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout automatiser aujourd'hui, aller beaucoup plus vite. Et ensuite, on n'a pas besoin vraiment de développer un produit. Comme je vous dis, je suis à ma compteur en 3e boîte, mais je l'ai testé de 17 ans. Et c'est très simple. Il faut vraiment suivre 5 étapes. Tomber amoureux d'un problème, pas d'une solution. Voilà. Il y a des gens qui s'acharnent et disent moi je vais vendre ça parce qu'il y a cette personne. Non, on ne peut pas changer le nombre de personnes, on ne peut pas changer un marché, on ne peut pas les convaincre. Donc il faut résoudre un problème. Ensuite, on va créer des hypothèses, des solutions. Je peux créer ça pour résoudre ce problème-là. Et je vais créer une landing page. C'est très facile, on le sait, aujourd'hui créer une landing page avec de l'IA, ça va très vite. Une landing page, la proportion de valeur. Et ensuite, je commence à faire du marketing en masse. Et j'automatise le trafic, je mets les boutons acheter, ou réserver une démo, quoi que ce soit. Et là, je vois que les gens cliquent. Si je vois que j'envoie 10 000 personnes sur le site, sur les 10 000, je mets une conversion de 10 000 ou 1 000 qui vont cliquer, là, je me lance. Je n'ai pas besoin de coder le produit. Et l'erreur que beaucoup d'entre enfants, c'est que d'abord, ils font les produits, et après, ils se lancent. Et c'est super cher. C'est super lent et la plupart des temps, il y a un échec. Donc, mon conseil, c'est vraiment aller en masse, tester l'idée. Ce qu'on appelle un minimum viable product, ce n'est pas un produit, c'est une validation du marché. C'est une validation de ce produit et de ce service. Et donc voilà, c'est ce que vous pouvez faire dans ma. Identifier un procédé et coûteux, que ce soit pour créer un produit ou pour automatiser, optimiser votre processus de travail. Trouver une vraie source de données, parce que tout process, c'est une balle qui quelqu'un apprend, qui va à quelqu'un d'autre. Donc il y a une donnée qui est en jeu. La donnée peut ne pas être quantifiable, ce n'est pas forcément une donnée Excel, ça peut être un comportement. Se dire, voilà, le plus malhonnête, c'est les gens, comment ils se comportent. Et on donne ça à l'IA et il va automatiser la sorte. Et surtout, automatiser avant de recruter. C'est important parce qu'il ne faut pas embaucher quelqu'un pour venir automatiser. Vous pouvez déjà automatiser et après, si le soir, voilà, vous soulagez. Et voilà, j'ai fini avec ça. Et donc on m'a demandé de faire un cadeau. Donc depuis 2 minutes, il y a mon CPO qui a ouvert toutes les souscriptions. Donc toutes les souscriptions d'ici 5 minutes de le fermer parce qu'on perd de l'argent. Mais on offre un bilan carbone pendant 1 an, il est gratuit. Et si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Et je vais fermer ça dans 5 minutes parce que... merci. Merci Antonio, ça tombe bien dans les cadeaux. On continue dans les QR codes, on adore les QR codes. Avant que Charles puisse vous montrer son présentation. Tout le monde mon QR code. Ce QR code, vous aurez tous les bonus, que ce soit d'Aurélien, d'Antonio, Charlie et moi. Ce QR code vous permet en fait d'accéder à toutes les bibliothèques et vous aurez la présentation et ainsi de suite. Vous inquiétez pas, il y a Charlie qui va faire une belle présentation pendant 25 minutes maximum, c'est pas Charlie. Et après, je vous remets ce slide avec ce QR code que vous pourrez venir. Et après, on fera une photo tous ensemble et après on va pouvoir faire cette photo de table ronde. Charlie, merci, c'est à toi. J'ai pas eu le temps de poser ma présentation, j'ai fait le mauvais élève, voilà. Tac, hop, notre présentation, hop, c'est bon, hop, c'est bon. Alors, en préparant la presse hier, je voyais comme je disais, mon travail c'est de prendre des données à un endroit, les transformer rapidement et puis les mettre ailleurs. Et pourquoi ça devient important aujourd'hui? Parce qu'en gros, demain,
ce que disait en fait cet article de blog, c'est très intéressant, c'est qu'il disait demain votre client ne sera pas un humain, ce sera un agent IA. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas encore intégré vraiment. Je pense que Aurélien, toi tu l'as bien intégré. Demain, en fait, les gens qui viendront acheter vos produits sur Internet, ce seront des agents IA. Et les agents IA, en fait, comment ils vont fonctionner, je sais parce que j'en code et j'y réfléchis depuis un moment. Ben, en fait, ils vont aller sonder, comme par exemple, je vais leur dire, trouve-moi 1 kilo de tomates pour ce soir, j'ai besoin d'1 kilo de tomates, où est-ce que je peux trouver 1 kilo de tomates le plus rapidement possible, le moins cher. Et là, l'agent, en fait, ben, c'est pas un humain, il va pas se poser de questions, il va balayer en fait tous les agents en face, tous les services en fait qui sont capables de lui donner une réponse, et puis il va aller challenger, puis il va faire baisser les prix. Ce sera du trading en fait. Je pense que demain la société, malheureusement je suis pas un grand fan de ça, mais je pense que ça va se passer comme ça. Demain la société dans laquelle on va, tout va se passer sous forme de trading. Et donc de l'autre côté, moi je construis des systèmes pour alimenter des IA avec de la data le plus rapidement possible, pour répondre à ces agents qui viendront demander le plus rapidement possible à quel prix on peut descendre au maximum. D'où l'intérêt d'avoir des systèmes qui fonctionnent en temps réel pour pouvoir baisser le prix le plus juste de façon à être sûr qu'on va quand même remporter l'appel d'offres mais sans perdre de l'argent. Donc demain, le monde en fait dans lequel on va, ça va être que ça. Donc d'un côté, on a les systèmes que je construis tous les jours qui permettent de répondre à ces agents en temps réel jusqu'où je peux baisser mon prix sans être perdant. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Et puis de l'autre côté, il y a comment en fait on construit ces agents IA. Ça, c'est un peu la partie qu'on va faire ce soir. Alors, on va voir quelque chose de très simple. Hein, ce soir, on va avoir un agent pas très compliqué parce que quand je prépare ce genre de présentation, il y a deux choses en fait. C'est toujours un petit peu délicat. On peut soit faire des présentations très pointues. S'il y a des gens qui veulent des présentations très pointues, on peut en parler après à la table ronde. Hein, on peut aller très 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 loin sur le type d'agent. Là, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment un truc sommaire. C'est un peu un agent, globalement, comment ça fonctionne. Et je crois que l'important, c'est pas de retenir vraiment le code que je vais vous montrer, mais c'est plutôt de comprendre en fait comment ça fonctionne globalement, c'est quoi l'esprit, comment on doit réfléchir quand on essaie de faire un agent. Donc un agent IA, c'est quoi? Un agent, en fait, c'est un processus qui tourne, et son but, ça va être de résoudre une problématique qu'on va lui poser. Donc, la première étape, il va devoir comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là, on va lui soumettre souvent en langage naturel un problème, et il va comprendre, en fait, il va devoir analyser pour comprendre en fait ce qu'il a besoin de faire. Ensuite, tout seul, et c'est ça la différence, on va le voir après, avec ce qu'on faisait avant quand on écrivait du code, il va décider d'une suite d'actions. On appelle ça construire un plan d'exécution. Après, dans ce plan d'exécution, en fait, quand on va définir l'agent, on va lui mettre à disposition une certaine liste d'outils dans laquelle il est capable d'aller piocher pour réaliser ses différentes actions. Donc quand il va faire son plan d'action, derrière, il va nous remettre un plan d'action et on va utiliser des outils. Donc là, on lui pose une problématique, il va voir sa liste d'outils, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Il nous donne un plan d'action, utilise tel outil, utilise tel outil, utilise tel outil. Ce qui va en fait lui donner il va construire en fait comme ça un début de réponse pour nous répondre. Après, à partir de toutes les réponses qu'il aura reçues, il va analyser tous les résultats, et puis il va nous donner une réponse en langage naturel, comme vous l'avez tous connu sur ChatGPT. Donc, la différence en fait entre ce qu'on faisait avant quand on écrivait du code et les agents IA, c'est qu'avant quand on écrivait du code, on expliquait à la machine comment résoudre un problème, et un problème unique. On lui disait, si j'ai ça, alors tu fais ça, si j'ai ça, tu fais ça, et ça, je veux les joueurs qui ont plus de 1000 scores, c'est les meilleurs joueurs, voilà. Donc on avait un comportement prévisible parce qu'on avait des instructions bien précises. Ce que fait un agent, en fait, donc on dit qu'on était dans un mode impératif, on va en reparler après. Ce que fait un agent, on ne va pas lui expliquer comment faire, on va lui dire qu'est-ce qu'on veut obtenir. C'est là toute la différence. À la limite, s'il y a une slide que vous devez retenir ce soir pour moi, c'est celle-là. C'est qu'en fait, la différence entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait aujourd'hui, on décrit le problème qu'on veut résoudre, la machine va se débrouiller pour construire la façon dont elle a envie de le résoudre. Alors qu'avant, on avait des programmeurs, et les programmeurs, ils expliquaient à la machine comment ils pensaient que c'était la meilleure façon de résoudre. Donc quand on avait des programmeurs très doués, ça se passait bien.
Et quand on avait des programmeurs un peu moins bons, ou que le problème était très compliqué, bah, ça se passait un peu moins bien. Voilà. Et comme l'IA progresse beaucoup plus vite que l'homme sur le processus de raisonnement, en fait, il y a plein de problèmes qu'on n'a jamais réussi à résoudre, notamment en mathématiques. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a plein de modèles qui ont explosé tous les mathématiciens du monde entier, hein, très loin. Il y a des modèles maintenant qui arrivent même à régler des problèmes mathématiques qu'aucun mathématicien au monde n'avait jamais réussi à résoudre avant. Voilà, donc c'est ça la différence. Dans le code en fait qu'on va écrire, c'est l'agent en fait qui va décider de tout comment il va orchestrer en fait sa façon de résoudre un problème. Donc là en fait, par rapport à la petite démo que je veux prendre, on va prendre un truc tout bête. On va prendre la problématique de trouver la météo pour une ville, dans une ville précise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En 1, on va poser une question en langage naturel. Quelle est la météo dans la ville de Tokyo? Je crois que c'est ça l'exemple. Mais on pourrait demander, enfin on peut le formuler dans n'importe quel langage. Ensuite, donc ça va arriver au niveau de l'agent, et l'agent va transmettre ça au modèle qui va réfléchir. Donc l'agent ne fait que prendre la question, il la transmet au modèle. Donc il n'a pas d'intelligence pour analyser ce qu'on lui a donné, il le transmet au modèle, et c'est le modèle qui va construire son plan d'action. Ce modèle, en fait, il va construire son plan d'action, et on verra tout à l'heure qu'on va lui... Il y a ce qu'on appelle un contrat. Et dans ce contrat, on va lui dire quels outils il peut utiliser. En l'occurrence, il pourra construire ce qu'on appelle des requêtes HTTP. C'est, vous savez, quand on appelle les fameuses API, c'est quand vous appelez un serveur à un autre serveur, et quand vous appelez depuis votre navigateur un serveur distant qui va renvoyer une réponse, ce qu'on appelle un appel HTTP. Donc globalement, quand vous demandez la météo sur votre téléphone, en fait, réellement, ce qui se passe derrière, c'est que vous faites un appel HTTP, et le serveur en face, il vous répond. C'est en fait ce que le moteur va nous construire intelligemment, mais sans qu'on lui ait demandé de construire ça. Ensuite, il va analyser la réponse, c'est-à-dire que la réponse qu'il va recevoir depuis le service, c'est une réponse technique, pas du tout une réponse en langage naturel. Donc en fait, il va recevoir la réponse, et tout seul, il va se dire, ah bah tiens, telle partie de la réponse ça m'intéresse, telle partie de la réponse ça m'intéresse, telle partie ça m'intéresse, le reste ça m'intéresse pas, par rapport à ce que l'utilisateur m'a demandé, je prends ça, je prends ça, je prends ça, et je vais le reformuler dans le langage qu'il veut. Vous avez tous expérimenté, je pense, dans le chat GPT. Fais-moi un style sérieux, fais-moi un style professionnel, fais-moi un style triste. Voilà. Donc c'est ça en fait qu'on prend en exemple. Donc comme je le disais, l'idée c'est que globalement, quand on va construire un agent, on va mettre aucune logique métier. Dans le code, je vais vous montrer tout à l'heure du code, mais encore une fois, oubliez en code, pensons juste ce qu'on appelle macro-code, c'est-à-dire les enchaînements d'étapes qui nous permettent d'avancer dans ce raisonnement-là, que vous êtes tous capables de comprendre. L'idée, c'est que, vous verrez tout à l'heure dans le code qu'on va mettre, il n'y a aucun langage métier. C'est-à-dire qu'on ne va pas encoder les villes, on ne va pas encoder comment traiter la réponse, on ne va pas traiter comment analyser les choses, on ne va pas encoder comment on veut transformer la réponse en quelque chose. On va juste dire à l'agent, tu reçois ça, voilà ce que tu dois en faire, et c'est là où pour le faire, et quand il nous répond, il va nous répondre, mais parce qu'on lui a expliqué pas comment exactement traiter la réponse, mais qu'est-ce qu'on veut encore une fois obtenir en réponse. Et il va tout faire tout seul. Donc on n'a pas de logique métier, on dit juste à l'agent, je veux obtenir tel résultat. Donc la structure générale du code d'un agent IA, c'est celle-là. Encore une fois, on oublie la partie code. Là, c'est quelque chose que vous êtes tous capables de comprendre, je pense. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est que on va définir un contrat, ce qu'on appelle un système prompt. Donc ça, en fait, globalement, c'est comme si vous avez un travailleur, et puis vous lui dites, voilà ton contrat de travail, voilà l'ensemble des tâches que tu es capable de faire, voilà ton périmètre d'exécution, et voilà toute la documentation, tout ce que tu es censé savoir. Pour un contrôleur des impôts, ce sera peut-être le guide des impôts, c'est ça, je ne sais plus. Pour un ingénieur, ce sera l'ensemble des livres qu'il est censé connaître. Pour quelqu'un qui fait de la cuisine, un livre de recettes, voilà. Donc ça, en fait, on va le donner à l'agent, c'est son contrat de travail, en fait. Et à partir de ce moment-là, on initie, en fait, un espèce de cerveau, qui est un assistant, à qui on va finalement le doter d'une raison d'être, en fait. Ensuite, on va poser une question. Donc la question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire?
Ensuite, l'agent va, à partir de la question et du contrat de travail, générer un plan d'action pour répondre à la question qu'on lui a posée. Donc c'est en gros, j'ai une question, je sais, est-ce que cette question fait partie de mon périmètre d'action, et si elle fait partie de mon périmètre d'action, je vais mettre au point un plan d'exécution technique qui va me permettre, à partir des outils que je peux appeler, de résoudre en fait la question et d'organiser une réponse pour répondre à l'utilisateur. Donc le système prompt, en fait, c'est ce que je vous disais, il va définir le rôle de l'agent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un assistant météo? Est-ce que c'est un analyste? Est-ce que c'est un cuisinier? Est-ce que voilà. Les règles à suivre, donc comment il doit se comporter, et les contraintes qu'il a, ce qu'il autorise à faire, ce qu'il n'est pas autorisé à faire. Je suppose que vous avez tous entendu parler des fameux hacks ChatGPT, ou les gens qui mettent dans leur CV des trucs invisibles pour dire tu prends mon CV. Enfin bon, si vous voulez encore parler, il y en a plein. Voilà. Donc là, effectivement, comme c'est écrit, c'est ici qu'on décrit le comportement sans le coder. Encore une fois, on n'est pas en train d'écrire du code, on est en train de décrire, de dire à l'agent comment il doit se comporter. Et des prompts comme ça, vous pouvez tous les écrire, on le verra après, c'est des langages français. Voilà. Donc là, on a un exemple de système prompt. Donc on a un agent autonome. Tu es un agent autonome, ton objectif, répondre à la question de l'utilisateur, construire un appel à une API météo gratuite et sans clé, analyser la réponse technique, reformuler le résultat dans le style demandé. Voilà. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on met dans la tête de l'agent, et c'est avec ça qu'il va nous répondre. Voilà. Et donc, la différence entre l'intelligence de l'agent, elle va venir de ce prompt. C'est-à-dire que ce prompt, il peut faire 5 lignes, il peut faire aussi 50 pages. Plus vous allez donner de matière à l'agent, plus il va être intelligent. C'est exactement la dernière fois qu'on a fait la présentation, j'ai expliqué. Plus on donne de contexte à l'agent, plus il va être capable de réagir intelligemment et de façon fidèle à la logique ou l'esprit de l'entreprise ou des besoins qu'on a de réaliser. Donc la question, c'est une question. Donc là, la question qu'on va poser, c'est quel temps fait-il à Tokyo aujourd'hui? Et on va lui demander de répondre comme un poète japonais. Donc là, encore une fois, on n'est pas en train de lui donner des instructions techniques. On lui dit juste en langage naturel qu'est-ce qu'on a envie qu'il fasse comme traitement. Donc après ça, à partir de la question et de son contrat, voilà, il va mouliner, tout seul, c'est pas du code qu'on écrit, il va nous construire un plan d'exécution. Quelle URL je vais appeler, quelle méthode, ça c'est un peu technique, c'est juste comment on appelle les serveurs entre eux, et les paramètres. Est-ce que je dois avoir des coordonnées? Donc il va prendre une ville, il va certainement transcoder tout seul pour trouver les coordonnées géographiques, il va nous donner tout l'ensemble des paramètres pour pouvoir exécuter la requête de l'utilisateur. Donc là, effectivement, comme c'est écrit, le code ne décide de rien, il attend que l'agent lui dise quoi faire. Bien évidemment, on verra tout à l'heure, dans le code, il n'y a absolument rien sur comment analyser la requête de l'utilisateur. Tout est fait dans le LLM, c'est-à-dire l'intelligence de l'agent. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de plan en fait que l'agent va nous retourner. Donc il nous dit appelle telle URL, la méthode c'est get, les paramètres, donc voilà. Donc ça en fait, c'est pas nous qui l'avons codé, c'est l'agent qui nous l'a renvoyé à partir de la question qu'on lui a posée. Donc effectivement, il décide de tout, la ville, les coordonnées, les paramètres, de façon à ce que derrière on puisse exécuter l'appel. Donc après on exécute l'appel parce que notre agent, c'est son rôle en fait. Voilà. Donc il exécute l'appel, donc là-dessus il n'y a rien à dire de spécifique. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on reçoit le plan d'exécution, on va juste le mettre à exécution. Donc on ne modifie pas, on ne l'analyse pas, on ne fait rien du tout. L'agent prend la question, il construit son plan, on exécute le plan sans regarder ce qu'il y a dedans, et ensuite on va formuler une réponse. Donc l'interprétation, voilà, donc on reçoit les données de l'appel, on les analyse, et on reformule selon le style demandé, donc ça c'est l'agent aussi qui le fait tout seul. Donc à aucun moment donné, on va voir dans le code tout à l'heure, à aucun moment donné, on a écrit du code, ce qu'on appelle du code métier, c'est-à-dire pour traiter les réponses, et comprendre en fait finalement qu'est-ce qu'il y avait dans cette question. On fait juste enchaîner des petites actions qui sont ce qu'on appelle l'infrastructure, de appeler le LLM, exécuter la réponse, enfin reformuler la réponse. Et le résultat, c'est celui-là. Donc la réponse qui sera reformulée, qui va vous être remise, c'est Tokyo c'est sous un ciel d'azur, 18 degrés caresse les cerisiers,
Le vent murmure à travers les branches, un jour parfait pour contempler la beauté éphémère. Fantastique. Je l'avais oublié, voilà. Donc, globalement, on pourrait reposer la question pour Paris, on pourrait reformuler dans une autre langue, on pourrait demander autrement. Le code 1 ne changerait pas. On pourrait demander la température, si c'est enneigé, enfin on pourrait changer un petit peu le sujet du scope. Le code ne changerait pas. On pourrait aussi changer les styles, demander un style plus humoristique ou plus sérieux. Le code ne changerait pas. Ce qui prouve bien que vraiment, dans notre code, il n'y a absolument aucun code qui traite la façon dont on veut influencer la réponse. Voilà. Donc là, globalement, les lignes, l'important c'est pas de les regarder. Là, l'idée, c'est pour les gens parce que souvent les gens me disent comment on fait un agent IA. Bon. Donc là, on va voir un agent IA façon code. Donc là, c'est du Python. Et puis après, je vous montrerai une interface graphique dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle N8N. Vous verrez, c'est beaucoup plus graphique. Je pense que ce serait plus tranquille. Et on verra la différence. Donc là, globalement, ici, on a le squelette d'un agent IA. Donc vous voyez que déjà, pour faire un agent IA, finalement, c'est pas 10 000 lignes de code, c'est pas un truc hyper lourd à faire, ça reste relativement accessible pour commencer. Donc cet agent IA, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une question, il a son système prompt, donc son contrat, et il fait 3 appels, et ensuite il nous renvoie une réponse. Ça, c'est le squelette minimum d'un agent IA. Donc là, vous pouvez prendre le code, c'est dans les bonus, vous pouvez l'exécuter sur votre machine, et après, l'idée, c'est d'itérer autour de ça pour ajouter plus de complexité dans l'agent. Mais globalement, toute la complexité, finalement, elle va se trouver ici, dans le système prompt. Et là, globalement, si vous lisez tous ça, vous allez tout comprendre. Donc la majorité du code que vous allez écrire, finalement, c'est pas du code. C'est juste vous allez donner du contexte à votre agent. Et toute l'intelligence de votre agent, elle va être dans ce contexte. Donc finalement, pour moi, développer des agents IA, c'est principalement passer du temps à lui donner l'information, la bonne éducation. Ensuite, ici, on construit le plan. Donc globalement, on prépare un truc et puis on construit le plan. Voilà. Une fois qu'on a le plan, on l'exécute. Et une fois qu'on a exécuté le plan, on structure une réponse. Si vous regardez là partout, vous ne verrez jamais ville, pays, météo, tout ça n'existe pas. On fait que enchaîner des appels et c'est le LLM qui va s'occuper de construire et structurer toutes les réponses. Il n'y a absolument aucune intelligence en dehors dans le prompt que vous écrivez en français. Après, il n'y a absolument aucune intelligence. C'est que de la data qui est passée et c'est le LLM qui va tout formuler. Alors, comme je disais tout à l'heure, pourquoi c'est pas impératif? Pourquoi en fait on est sûr qu'on n'est pas en train de dire au système comment faire les choses et qu'on lui décrit bien ce qu'on veut faire? Donc comme je disais à l'encode, il n'y a aucune règle codée. Il n'y a aucun moment donné, on va dire si c'est Paris tu fais ça, si c'est Tokyo tu fais ça. Les questions sont variées, c'est-à-dire qu'on est capable de formuler de différentes façons la façon dont on veut obtenir le résultat. On est capable de spécifier de façon différente la façon dont on veut obtenir le résultat. Et donc on est bien dans l'essence d'un agent, c'est-à-dire qu'on lui demande un raisonnement, il le transforme en instruction. Alors, là on a vu la partie code, c'est-à-dire si je veux vraiment faire from scratch, je vais coder vraiment mon agent à la main de zéro. Après il y a des interfaces graphiques, comme on va le voir là maintenant, comme N8N, qui permettent de faire ça plus simplement. Là, en fait c'est des composants qu'on va drag and dropper, je vais vous montrer après. Et dans lesquels on va avoir des zones de texte où on va pouvoir mettre le système prompt et ça va simplifier grandement la logique et la façon de construire ce genre d'agent. L'idée c'est que globalement on utilise le code quand vraiment on veut faire des systèmes très complexes et on va utiliser les interfaces graphiques quand on veut faire des choses un peu plus simples, du prototypage un peu plus rapide. En fonction du besoin, on va utiliser l'un ou l'autre. Donc l'idée c'est que globalement la logique reste identique, c'est-à-dire que on va juste utiliser l'interface graphique pour déposer les différentes informations qu'on aura mis dans le code, mais finalement, ça reste la même chose. Le système prompt sera exactement le même. Le seul avantage, effectivement, c'est que, vous allez voir, je vais vous montrer l'interface graphique, c'est qu'on comprend, visuellement, on comprend un peu mieux, quand on n'est pas novice pour lire du code, on comprend un peu mieux, en fait,
de quoi il s'agit. Donc ça, après, je vais vous montrer. Donc, le workflow N8N, donc ce qu'on va construire, c'est que on va poser la question de l'utilisateur. Il va appeler, donc là, on appelle le LLM OpenAI ChatGPT pour comprendre en fait quelle est la question de l'utilisateur. Ensuite, il va exécuter la requête sur une API météo. Bon, là, j'ai pris OpenMétéo, mais ça pourrait être une autre, celle qui est encodée par le LLM. Et après, on va réappeler OpenAI en lui demandant de reformuler la réponse par rapport au résultat. Globalement, encore une fois, ce qui est important de retenir ici, c'est que coder des agents IA, c'est pas extrêmement compliqué, en tout cas pour commencer. C'est après, quand on va monter en complexité, que on va commencer à ajouter du contexte, on va commencer à ajouter des étapes. Mais pour commencer, c'est vraiment pas compliqué du tout. Bon, ça, tiens, d'ailleurs, je t'affiche pas bien, c'est bizarre. Donc dans N8N, en fait, vous mettez votre prompt, vous avez des nodes, il va gérer l'orchestration, et puis finalement, ça va faire la même chose que ce que vous faites en Python. Bon, je s'occupe d'un Python, ça va. En termes d'interface, donc ça fait la même chose que ce qu'on a vu en termes de code tout à l'heure. En gros, quand vous utilisez N8N, vous allez créer des boîtes comme ça. Donc là, vous allez demander une question, donc ça c'est un input. Ensuite, ici, vous allez créer une boîte avec agent. Vous allez lui dire quel modèle elle doit utiliser, quels sont les outils qu'elle peut utiliser. Donc là, on peut lui dire, bah, tu peux faire une requête HTTP sur OpenMétéo, par exemple, et il va construire la réponse. Donc ça, en fait, visuellement, et là-dedans, en fait, quand vous cliquez, là-dedans, à un moment donné, vous avez un truc qui s'appelle System Prompt, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est le message prompt. C'est là-dedans que vous allez mettre votre contrat de travail de votre prompt. Donc ça, en fait, c'est visuellement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure en Python. Sauf qu'effectivement, pour qu'il y ait des gens qui veulent lancer ça à la main, c'est plus accessible évidemment, puisque une fois que vous avez mis toutes vos boîtes, vous faites exécuter le workflow, et ça va lancer le workflow, ça va prendre votre question, ça va appeler l'API, et ça va vous cracher la réponse. Donc, pour s'y mettre, si vous n'êtes pas familier avec le code, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Pour résumer, donc, un agent, c'est différent d'un script, c'est ce que je vous ai expliqué, dans le sens où on ne va pas lui dire quoi faire, on va juste dire ce qu'on veut obtenir. C'est différent d'un chatbot, parce qu'un chatbot, finalement, ce n'est qu'une interface vers un agent IA, alors que là, l'agent, en fait, c'est directement l'agent. Donc, vous pouvez très bien faire un chatbot devant votre agent après, ultérieurement, mais l'agent, c'est vraiment le cœur du système nerveux. Le raisonnement est central, donc c'est le LLM qui décide et c'est le code qui exécute, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout au long de la présentation. Et le code est juste une infrastructure, c'est juste un support pour prendre la data du LLM, la transférer ailleurs et la refaire traiter ensuite de bout en bout comme ça. Donc voilà, donc l'idée c'est effectivement, à partir de maintenant qu'on utilise l'agent, on décrit un objectif, on programme plus les étapes et c'est l'agent qui se débrouille pour tout faire. Et je crois que c'est la fin de ma présentation. Charlie, quand tu dis que c'est l'agent qui fait tout, par exemple, là dans N8N, tu dis tu choisis l'API. Mais est-ce qu'il y a un moyen, si tu ne sais pas comment ça marche, si tu ne sais même pas comment faire les appels d'API, est-ce que le LLM peut trouver tout seul ça? Alors, j'ai gardé volontairement la présentation simple, mais effectivement, en allant plus loin... Parce que là, tu es obligé de connaître, de savoir ce que c'est qu'une API, de construire ça. J'aime beaucoup parce que c'est vachement simple, mais c'est ça qui me gêne, juste ce point-là. Alors, j'ai pas abstrait absolument tout, c'est volontaire. Parce que si on abstrait tout, la présentation elle prend beaucoup plus de temps. Mais effectivement, l'idée, ce serait en poussant de plus en plus, en itérant sur des nouvelles versions, qu'on la mette dans son contrat de travail, à lui donner une liste d'outils, et à ce qu'il choisisse tout seul le bon outil pour résoudre la question, pour répondre à la question. Donc c'est des étapes supplémentaires. Là, je suis resté simple. Pareil, on pourrait me dire, mais comment on est sûr qu'on va appeler telle API ou telle API? C'est une abstraction que je n'ai pas complètement levée. Mais effectivement, l'idée, en allant plus loin, ce serait d'aller plus loin dans l'abstraction et de se dire, je veux vraiment le rendre agnostique de vraiment la moindre suggestion de solution que je pourrais lui proposer, effectivement. C'est les étapes après. En fait, ce qui est dur quand je prépare ces présentations, c'est toujours se dire, le public, ça va être qui? Ça va être quoi? Donc là, c'est un truc assez simple. Après, effectivement, sur les prochaines présentations, j'aimerais bien monter en complexité pour vous montrer vraiment si on arrive sur des agents très complexes,
qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut vraiment faire des choses super intéressantes, vraiment faire des choses super bien, et notamment quand on est dans ce truc de trading haute fréquence, où d'un côté on va alimenter des IA en données en temps réel le plus rapidement possible, et de l'autre côté on va construire des agents qui vont aller les interroger le plus vite possible. Dès qu'on commence à faire ce genre de système et à le simuler, là on commence à rentrer dans des histoires tu l'as fait, hein, donc tu connais un petit peu. Là on commence vraiment à aller chatouiller un peu le côté hyper intéressant de la chose, où effectivement on va vouloir que l'agent finalement devienne presque intelligent et rusé. Et dès qu'on arrive dans la ruse, là on commence à aller dans d'autres mécaniques, dans d'autres réflexions, dans d'autres types de prompts, et c'est là où c'est intéressant, mais c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais on pourra en parler si vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop compliqué. Non, justement, merci, Charlie, merci. Justement, c'était très intéressant par rapport à ce que tu dis. Charlie, merde, allez-y. Et justement, pour continuer par rapport à ta question, Jean-Yves, l'idée justement de lire toi, reste là, c'est que justement, quand tu as des questions techniques et précises, Charlie, reste là. Je peux pas coller à toi, c'est qu'on puisse continuer avec tes questions techniques. On a créé donc un groupe WhatsApp, on a créé un forum, un site internet, et on se réunit maintenant tous les mois, donc pour qu'on puisse compléter nos discussions. La deuxième partie de l'événement est finie. On va passer à la troisième partie qui est la plus intéressante, cette fameuse table ronde. Donc on aura des grandes tables qui sont réservées pour nous. Vous allez pouvoir tous discuter, on va pouvoir échanger entre nous, discuter et s'entraider. Entre-temps, après il y a la partie mix. Entre-temps, je pourrais vous demander quelques services. Faites parler de Charlie, parler d'Aurélien, parler d'Antonio et parlons-nous. On a créé ce groupe WhatsApp pour qu'on puisse communiquer ensemble, j'aimerais bien qu'on puisse s'entraider. Aurélien, un mec brillant, il a fait un film. Quand tu vois son film, Quad, tu dis waouh! Et il mérite un like, il mérite de le faire savoir. Pareil pour Charlie, pareil pour toi Nancy qui est brillante. Et donc l'idée c'est qu'on puisse, maintenant qu'on se connaît, c'est bon, vous m'avez écouté parler très vite, vous écoutez des mecs brillants comme Charlie, Aurélien et Antonio. Maintenant on se connaît, maintenant on cherche à s'entraider. Et si on peut se réunir tous les mois, dans un bel endroit comme ici, pourquoi pas. Donc le rendez-vous est pris le 22 janvier, quelle est la photo? On sera là, j'espère que vous aussi. Proposez à vos amis de venir. Et je vais mettre en place en plus des bonus, un tableur, si vous voulez. On va partager les vidéos, nos comptes réseaux sociaux, pour qu'on puisse s'entraider. J'en ai fini, je pars toujours très vite. Je vais prendre une photo de nous tous. Donc vous allez lever les mains, et Charlie veut être sur la photo, tu seras sur la photo. Et Charlie, tu veux dire un mot? Je sais très bien que tu veux dire un mot. Vas-y Charlie, mot d'appât. Par rapport à ce que je vous ai montré, parce que c'est toujours passer de la présentation à l'exécution, c'est toujours compliqué. Donc déjà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la table ronde. J'ai pris mon ordinateur pour vous montrer les choses si vous avez besoin. J'ai mis dans les bonus, j'ai mis une présentation qui vous explique pas à pas comment faire le truc en Python et comment le faire avec M8N. Pardon, si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai mis les deux scripts, voilà, il y a tout. Et c'est, j'espère, vraiment la première marche qui vous permet ensuite d'aller explorer un peu plus les agents. Il y a plein de stratégies, mais c'est la première marche. Voilà. Vous pouvez de nouveau réapplaudir les speakers qui ont fait ça bénévolement. Merci à tous. Maintenant, je vous demande de lever les mains pour une fameuse photo. Enfin, on va pouvoir vous montrer si vous voulez bien. Et après, on va boire un verre. Comment ça, lever les mains? Antonio, tu veux les mains en l'air, j'en crois? Je veux les mains en l'air, je vous vois un peu là. Dis-nous, Aurélien. 3, 2, 1. Magnifique, c'est bon. On passe là-haut. Merci.